Les deux bossus. Thomas, le bossu, violonneux de son état, n'avait pas son pareil à 10 lieues à la ronde pour faire danser gaiement les jeunes gens, les jeunes filles aux fêtes du village. C'est 3. D'abord, il jouait merveilleusement des airs de son invention, qui vous faisaient sauter, pirouetter comme des marionnettes. Et puis, il avait une manière originale de se balancer, d'avant et d'arrière, du corps, de la tête et des jambes, tout en promenant son archet. Il fallait se tenir à 4 pour pas éclater de rire. Thomas était le violonneux le plus recherché des alentours, au grand désespoir d'un autre petit bossu, violonneux comme lui, mais dont personne ne voulait aux fêtes et au mariage. Un soir d'été, Thomas le bossu, son violon sous le bras, revient du bourg voisin où il avait été invité à une noce. Il a l'escarcelle bien garnie, il s'est arrêté à toutes les auberges de la route. Un verre de bière mousseuse par-ci, un pichet de cidre par-là, une tasse de café un peu plus loin. Thomas ne s'est rien refusé. Puis comme il est tombé sur une bande de charpentiers de ses amis, on s'est mis à faire une partie de cartes, puis 2, puis 3. Il aimait les cartes autant que son violon, le petit bossu. Le bonheur ne l'a pas favorisé pour autant. Il a perdu d'abord son argent, puis ses bas et ses souliers, son habit, son pantalon, son chapeau, sa veste. Il lui restait plus que sa chemise. Ouh, pour peu que je reste encore ici, je retournerai pas avec honneur à la maison. Il est tard et les paysans se rendent de bonne heure à leurs travaux. Alors il a pris son violon, il est sorti en trébuchant et en se dandinant, comme s'il faisait danser les jeunes gens sous les grands ormeaux de la place du village. Au bout d'un instant, le petit bossu pense à sa situation. Il est en pleine campagne, à une heure avancée, commence à avoir peur. Bon, qu'y a-t-il à craindre au fait ? Il fait un clair de lune splendide, on n'entend aucun bruit. Et les voleurs ont certainement affaire avec d'autres personnes qu'un pauvre violonneux en chemise sans un liard dans son gousset. Il se dit tout ça, Thomas le bossu. Mais pourtant, il n'en est pas plus rassuré. Alors pour se donner un peu de courage, il entonne d'une voix tremblante une complainte. Sa peur se dissipe complètement. Alors, comme il voit que ça va mieux, il commence Malbrook de sa voix la plus forte. Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Puis c'est le tour de Damon et Henriette, du juif errant, du roi Dagobert. Le bon roi Dagobert a mis Qui mit sa culotte à l'envers. Tout ce qu'il connaît de chansons et de complaintes y passe. Il arrive comme ça à l'entrée d'un grand bois, dans lequel il s'engage en chantant à tue-tête. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué. Tout à coup, il lui semble entendre de petits appels dans les buissons qui bordent la route. Il se retourne et il voit sortir du taillis une multitude de petits êtres, les plus charmants qu'on ait pu voir, et vêtus de gracieux habits qui leur allaient à ravir. Les plus petits étaient grands comme des libellules. Aucun n'atteignait la taille d'un enfant de 2 ans. Pour vêtements, ils portaient un pourpoint vert, des culottes courtes, de petits souliers à boucles d'argent et un grand manteau de velours rouge. Une fine épée pendait à leur côté. Leur coiffure variait de l'un à l'autre. Les uns avaient un chapeau garni d'une plume de paon, d'autres un bonnet pointu ou un capuchon d'étoffe bleue. Les plus petits avaient posé sur leurs longs cheveux la fleur pourpre de la digitale ou la cloche azurée des grandes campanules des champs. « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» se dit Thomas le bossu. « Que me veulent ces tout petits bonhommes ? Ce sont sans doute de ces lutins qui vivent dans les grands bois et qu'on voit par les beaux clairs de lune danser sur le vert tapis des bruyères et des mousses. » Si j'en juge par leur tête, ils ne doivent pas être bien méchants. Continuons notre chemin. Reprenons notre chanson là où nous l'avons laissée.
Je veux montrer au lutin qu'un violonneux peut être aussi brave que le premier venu. » Et le petit bossu continue sa route en chantant. Au bout de 5 à 6 semaines, les vifs vinrent manquer. Fallut tirer la courte paille pour savoir qui serait mangé. Fallut tirer la courte paille pour savoir qui serait mangé. Des centaines et des milliers de lutins avaient maintenant envahi le chemin. Il en descendait des chênes, des hêtres et des sapins. Il en sortait de tous les coins et recoins de la forêt. Et il suivait le violonneux dont le chant paraissait les émerveiller. On arrive comme ça à la sortie du bois. Le bossu se retourne et voit les petits êtres qui le suivent toujours. Mais ils paraissent se concerter pour quelque chose. Thomas prête l'oreille et voici ce qu'il entend. « Mais je vous dis que c'est un homme !»« Mais c'est pas possible. Les hommes ne s'habillent pas de la sorte. Ils n'ont pas cette grande chose dans le milieu du dos. »« C'est une erreur. Cet homme est bossu. Il a joué aux cartes avec des charpentiers, gais compagnons comme lui. Il a perdu son argent et ses habits. Et il a été forcé de revenir ainsi accoutré. Ce serait bien agréable de le faire danser avec nous. » Oui, on pourrait le lui demander. Mais ce qu'il voudrait, il chante fort bien. Il n'a pas l'air de craindre nos tours de la nuit, c'est certain. Danser quelques rondes avec nous et dire notre chanson, ce n'est pas la même chose. S'il allait s'aviser de retrancher un de ces maudits jours de la semaine pour se donner le plaisir de se moquer de nous, ce serait terrible. 1000 ans, 1000 longues années à passer encore ici. Proposons-lui de danser avec nous. C'est pas votre avis ? Oui, c'est ça. Le bossu comprend de quoi il s'agit, mais il comprend rien à ces maudits jours de la semaine et à ces 1000 ans dont viennent de parler les lutins. Bon, je pourrais bien regagner ici tout ce que j'ai perdu avec les charpentiers. Je risque que de perdre ma chemise, tant pis. Alors en faisant une pirouette, il se retourne vers les lutins et il les attend bravement. Un beau petit génie, vêtu d'une veste et d'une culotte de velours violet et coiffé de la fleur de digital, s'approche de Thomas, le salue profondément et lui dit « Mon ami, comme nous passions tout à l'heure, errant de ci, de là, par la forêt voisine, nous avons entendu tes belles chansons. Et nous en avons été tellement ravis que nous t'avons suivi pour t'écouter. Tu nous parais un gai compagnon, et mes amis seraient comme moi, fort enchantés, si tu consentais à passer le reste de la nuit en notre société. Ici tout près, il y a une grande prairie. L'herbe y est bien verte et toute tapissée de marguerites, de pâquerettes et de primevères. La lune est pleine, la brise est tiède et parfumée. Nous danserons quelques heures avec toi. Tu n'auras pas regretté de nous avoir rencontrés, je te l'assure. Es-tu des nôtres, ami ? Bon, parbleu, comment voulez-vous que je ne sois pas des vôtres ? Vous ne me connaissez pas encore, sinon vous sauriez que partout où l'on chante et partout où l'on danse, on peut être assuré de trouver maître Thomas le bossu, votre serviteur. Et le violonneux accompagne ces derniers mots de sa plus belle révérence. Durant toute cette conversation, les lutins s'étaient approchés du bossu jusqu'à l'entourer. Thomas n'était qu'un petit homme, mais il a vu avec une évidente satisfaction que le plus grand des nains lui arrivait à peine au-dessus du genou. « Alors Thomas, tu danses avec nous ?» reprit le lutin. « Oui, 1000 fois oui !» Alors les esprits des bois poussent un immense hurrah qui résonne longtemps dans la futaie et le taillis. Puis leur chef prend la main du violonneux et l'entraîne vers la prairie voisine. « Attends-nous un instant !» dit le roi des lutins en faisant un signe particulier au follet. Et sur le moment, Thomas le bossu se trouve seul au milieu de la prairie. « Diable, les petits hommes se sont-ils moqués de moi ? Est-ce qu'ils croient me laisser de faction en cet endroit désert ?» Mais il n'a pas longtemps à réfléchir. Il entend un grand fracas et un spectacle enchanteur se déroule devant ses yeux. Des lumières de diverses couleurs brillent de toutes parts. Chaque brin d'herbe porte une lampe. À chaque buisson est appendue une étoile. Du bois s'avance d'abord en éclaireur un groupe de génies, tous de la même taille et de même habit. Ce groupe est suivi d'un nombre incalculable de musiciens qui jouent de toutes sortes d'instruments. Violon, harpe, luth, guitare, mandoline, hautbois, flûte, pipeau. Derrière eux viennent l'une après l'autre des troupes de soldats, chacune portant sa bannière, son enseigne et son blason. Ils se rangent en ordre sur le terrain, les uns ici, les autres là, et d'autres encore plus loin. Lorsque les rangs sont formés, il se présente une foule de serviteurs qui portent de la vaisselle d'or et d'argent, des gobelets taillés dans le diamant, de rubis, de l'émeraude et autres pierres précieuses.
D'autres sont chargés jusqu'à succomber des mets les plus succulents, des pâtisseries, des conserves, des fruits, des vins de toute espèce. La splendeur du spectacle éblouit Thomas le bossu. Mais au moment où il s'y attend le moins, l'illumination devient 1000 fois plus intense. Des buissons sortent des centaines de beaux seigneurs et de dames charmantes, toutes plus belles les unes que les autres. De temps en temps, la musique change ses airs, et les sons harmonieux qui remplissent les oreilles du violoneux semblent lui donner une vie nouvelle. Ses yeux voient plus clair, ses oreilles perçoivent plus vivement, et le sens de l'odorat devient plus exquis. Le parfum de fleurs inconnues embaume l'air, et les voix des belles dames résonnent comme l'auraient fait des clochettes d'argent. Le violoneux ne peut distinguer ce que chantent les lutins et pense que c'est une langue que jamais il n'a entendue auparavant. Mais ce n'est pas tout. Il voit venir un grand nombre de petites filles vêtues de gazes blanches et qui jettent des fleurs devant elles. Dès que ces fleurs touchent la terre, elles prennent racine et elles poussent. Ces petites filles sont suivies d'un nombre égal de garçons qui tiennent dans leurs mains des coquilles de mer en guise de harpe, dont ils tirent des sons mélodieux comme la musique des anges. Puis défilent, ça n'en finit pas, des rangées de petits hommes vêtus de vert et d'or et qui de temps en temps, à un signal donné, déroulent une multitude de bannières. Enfin, assis sur des trônes, porté sur un pavois, arrive un jeune prince que Thomas reconnaît pour le chef des lutins, et une princesse, tout éclatant de bijoux et de joyaux, comme des soleils au milieu d'une troupe céleste d'étoiles. Le pavois est déposé sur un monticule, qui aussitôt se change en un tertre de lys et de roses. Les dames et les seigneurs défilent tour à tour en s'inclinant devant la princesse et le prince, et vont ensuite prendre place aux tables que les serviteurs ont dressées. « Et maintenant, Thomas, dit le roi des lutins, viens t'asseoir entre la reine et moi. Avant de chanter et de danser, il nous faut prendre des forces nouvelles. »« Bien dit !» s'écrie le violoneux. Et avec un soin infini, pour ne pas écraser quelqu'un des esprits, il s'approche du chef et se place à ses côtés. Le repas commence. Le violoneux trouve bien étrange les mets que les serviteurs apportent. Gigots, pâtés, rôtis sont en harmonie avec la taille des petits êtres, et cela ne satisfait pas le violoneux. Et les nains restent bientôt tout ébahis de voir Thomas manger l'un après l'autre, et sans se presser, une 50aine de plats différents qu'il arrose de toutes les bouteilles qu'il trouve à sa portée et qu'il boit même le goulot, les coupes des lutins étant de capacité dérisoire. Le bruit de cette merveille arrive de proche en proche jusqu'aux dames et aux seigneurs des autres tables. Sans se soucier davantage de l'étiquette, tous se lèvent et viennent entourer Thomas le bossu. Son appétit enfin satisfait, le violoneux se redresse et s'adresse au lutin. « Eh bien, ne dansons-nous pas ?»« Tu as raison !» s'écrie le roi des esprits. « Chantons et dansons, en place pour la ronde !» Au signal du chef, les musiciens attaquent un air entraînant. Le roi et la reine prennent la main du violoneux et la ronde se forme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et c'est fini, chantent les petits hommes en dansant et se trémoussant. Thomas écoute fort attentivement et ne tarde pas à retenir l'air et les paroles de la chanson des lutins. Puis il la chante avec ses petits amis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et c'est fini. Mais diable, se dit-il tout à coup. Il me semble que la semaine des lutins est bien courte. Notre semaine au village est certainement plus longue. Comptons pour voir. Lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6. Il leur manque un jour. Mais quel est-il ? Ce n'est pas lundi, puisqu'ils disent dans leur chanson lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce n'est pas mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Ah, ça y est, c'est dimanche. Pour des lutins et des esprits, ils sont pas bien savants. Je vais leur apprendre ça, ils le méritent bien, ma foi, pour m'avoir traité de belle façon. Et Thomas le bossu chante. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis c'est bien fini. Tous les lutins se sont arrêtés, en battant des mains et en poussant de grands cris de joie. Le roi s'approche du violoneux. «
En ajoutant le dimanche au nom des 6 autres jours de la semaine, tu nous as délivrés de tous les malheurs que nous endurions depuis des milliers d'années, depuis qu'a été créé le monde des lutins. Il nous avait été recommandé de respecter le jour du dimanche, en ne nous livrant à aucun travail, aucune occupation ou aucune fête. Les autres jours, on pouvait courir par les champs, les prés, les bois, nous livrer à nos rondes folles au clair de la lune et des étoiles. Tout a bien été pendant quelque temps. Mais il nous est arrivé que, pendant une grande chasse, notre obéissance a été mise à rude épreuve. Un cerf merveilleux est apparu tout à coup devant notre troupe joyeuse, et pendant 3 jours entiers, nous avons couru après lui. Nous ne l'avons atteint que le dimanche, et nous avons tué la pauvre bête. En punition de cette désobéissance, nous avons été chassés du paradis et condamnés à errer sur la terre, jusqu'à ce qu'un mortel nous rappelle le nom du jour. Bien souvent, des vivants se sont mêlés à nos danses sur les prairies et les bruyères, mais jusqu'à présent, aucun n'avait pu achever notre refrain. Tu viens de le faire, et nous t'en remercions. Dès ce moment-là, on ne nous verra plus errer par les bois et les landes sans fin. Notre course est finie, et nous allons bientôt retourner dans les merveilleuses contrées du ciel. Tu nous as rendu un service incroyable. Que veux-tu que nous fassions pour toi ? Ce que je veux ? Ma foi, peu de choses pour vous, mais beaucoup pour moi. Débarrassez-moi de cette maudite bosse qui me rend si ridicule et qui m'a jusqu'ici empêché de trouver une femme. Je serai le plus heureux des hommes. Le roi des lutins se met à rire. La reine en fait autant. Chacun se croit obligé de les imiter. Et l'on n'entend plus que des éclats de rire des petits êtres sur la prairie. Enfin, le chef parle à l'un des seigneurs et lui donne des ordres à voix basse. Celui-ci quitte le groupe, assis autour du tertre de fleurs et s'enfonce dans le bois. Un instant après, il revient, accompagné d'un lutin fort âgé, à la longue barbe blanche et aux grands cheveux poudrés à la mode du dernier siècle. Le vieillard porte une boîte, aussi grande que lui. Il ajuste ses lunettes bleues sur son nez pointu, et il examine attentivement Thomas le bossu. « Bien, dit-il, je vois ce que c'est. Déviation de la colonne vertébrale, autrement dit de l'épine dorsale, vulgo, chaîne du dos, d'où développement d'une bosse anormale. » « Je ne comprends rien à votre latin, monsieur le docteur. Enlevez d'abord ma bosse, je vous tiendrai quitte du reste de votre discours, » s'écrie joyeusement le violonneux. Le médecin hausse les épaules et ouvre la boîte d'argent. « Déshabillez le patient, » ordonne le docteur. « Oh, ce sera pas long. » En un instant, le dernier vêtement du violonneux a disparu. Le médecin place la boîte sur la bosse et vlan, il applique une superbe taloche sur la joue de Thomas. « Hein ? Est-ce là mon salaire ?» dit le pauvre homme. Mais aussitôt, il se sent un grand poids de moins dans le dos et se trouve leste et dispos et droit comme un i. « Oh ! 1000 remerciements, monsieur le docteur !» tandis que le médecin referme le couvercle de la boîte sur la fameuse bosse. « 1000 remerciements ! Je ne sais pas où vous avez fait vos études, mais n'empêche que vous êtes un fameux savant. »« Ce n'est pas tout, » dit le chef des petits hommes. « Si nous te laissions ainsi retourner en chemin, les oies et les canards ne manqueraient pas de te poursuivre par les rues du village. Il te faut un habillement complet, qu'on appelle le tailleur royal. » Le tailleur arrive, et 1, 2, 3, prend les mesures, taille son drap et sa doublure, et en un instant a fait un charmant vêtement pour Thomas. Il fallait voir comme cet habit lui allait bien. Le violonneux était méconnaissable. « Et moi ?» dit la reine. « Je veux donner un souvenir à notre ami. » Elle prend le violon du violonneux, le donne au luthier de la cour, qui peu après en rapporte un semblable, mais tout d'or et d'argent. Chaque seigneur, chaque grande dame, chaque demoiselle veut faire un cadeau au violonneux. Ce sont de jolis chapeaux à plumes de paon, de petits sacs tout pleins de louis et d'écus neufs, des parures de diamants, des bagues d'or fin et 1000 autres choses charmantes. Thomas se confond en remerciements auprès des petits hommes, qui de leur côté l'assurent de toute leur reconnaissance. On danse le dernier rang. Et les lutins prennent congé du violonneux pour s'en aller rejoindre les plaines merveilleuses que depuis si longtemps ils n'ont pas revues. Tout joyeux, Thomas reprend son chemin et rentre au village à l'heure où les paysans sortent pour vaquer à leurs travaux des champs. Et chacun au passage le salue jusqu'à terre, ne pouvant s'imaginer que ce beau monsieur est le petit bossu Thomas. « Mais où as-tu laissé ta bosse ? Tu t'es donc laissé faire l'opération ?» demande chacun. «
Thomas raconte l'aventure à qui veut l'entendre, ce qui fait généralement plaisir, car il est aimé de tout le monde. Un seul en vit son bonheur, c'est Mathieu, son voisin, bossu et violonneux comme Thomas l'était auparavant. Il se fait expliquer l'aventure d'une manière précise, et il se promet de se mettre à la recherche d'autres bandes de lutins et de se faire enlever la bosse qui l'incommode. Pour cela, il s'en va au bourg voisin, puis il revient en s'arrêtant à toutes les auberges où Thomas avait fêté la bonne bière mousseuse et le cidre clairet. Les charpentiers jouent encore. Il prend les cartes et il perd successivement tous ses habits. Lorsqu'il ne lui reste plus que la chemise, il dit adieu aux gais compagnons et s'en va par le chemin du village. Comme Thomas, Mathieu n'est guère rassuré de s'aventurer ainsi seul la nuit dans la campagne déserte. À chaque buisson d'épines ou de ronces qui borde la route, il croit trouver embusqués quelques brigands ou quelques voleurs qui lui feraient un mauvais parti. Le moindre bruit le fait frissonner et s'arrêter tout court. Il essaye de chanter, sa peur ne fait que croître. À tout instant, il lui semble entendre des voix qui, dans le lointain, répondent à la sienne, des voix de bandits et de mauvaises gens, bien entendu. Et ses cheveux se dressent sur la tête. Pourtant, il lui faut chanter s'il veut attirer l'attention des lutins. Mathieu le bossu continue donc à chanter d'une voix peu assurée, et en s'interrompant 100 fois pour le moins. La chanson la plus gaie qu'il a pu trouver, parmi celles qu'il connaît, c'est la chanson des hussards, qui se font servir dans une hôtellerie. 3 pigeons en graisse, 2 poulets rôtis. Quand il a fini, il la recommence pour la redire à nouveau un peu plus tard. Il arrive ainsi à la sortie du bois, mais sans avoir rencontré personne. Depuis 1 heure, sans qu'il s'en doute, une troupe de lutins, aussi laids que ceux de la veille étaient jolis, le suivent en écoutant la chanson des hussards. Mathieu la répète pour la 7e fois au moins et vient de reprendre. Nous étions 3, 4 hussards qui n'avaient pas le sou. Que ferons-nous ? Nous irons de bourg en ville demander à loger sans rien payer. Les petits êtres, qui n'y tiennent plus, partent d'un éclat de rire formidable qu'on aurait pu entendre à 1 lieue de là. Mathieu se retourne tout effrayé, mais en voyant que les rieurs sont des lutins, le courage lui revient et il attend ces derniers assez bravement. Sans dire un mot, celui qui paraît être le chef s'approche du violonneux, le prend par la main et l'entraîne dans la prairie. Puis tous disparaissent. Et voilà qu'au bout d'un instant, le gazon s'illumine de clarté inconnue, et qu'arrivent des hallebardiers, des massiers, des servants, des écuyers, des dames et des demoiselles, le roi et sa femme. Les tables sont dressées, et Mathieu est invité à s'asseoir entre la reine et son mari. Quel lait de gens, pense le violonneux. En effet, jamais on n'a vu collection de figures aussi extraordinaires. Cheveux en broussailles ou en piquant de hérisson, oreilles de chauve-souris, petits yeux gris ou jaunes comme ceux des chats-huants, nez allongé en bec de canard ou aplati et camus comme le museau du bulldog, bouche fendue jusqu'aux oreilles et montrant de vilaines dents pointues, et les mains crochues, et les pieds aussi longs que les jambes, et les gros ventres débordant des vestes et des gilets. Quant aux habits, je vous en parle point. Culottes ou trop longues ou trop courtes, pourpoints déchirés au coude, chapeau et bonnet à la mode de la grand-mère de mon grand-père, c'est à mourir de rire ou à mourir de peur. Le petit bossu peut à peine manger une bouchée, tant ses dents claquent de frayeur. Mais il se rattrape sur le vin capiteux des lutins, et il en boit tellement qu'il ne tarde pas à se brouiller complètement les idées. « À la danse ! À la ronde !» crie le roi. Les petits hommes prennent les mains de Mathieu, forment un grand cercle et entraînent avec eux le bossu. Ils se livrent à une danse fantastique, au son de la criarde musique des joueurs de grosses caisses, de tambours, de castagnettes, de cymbales et de pistons. À chaque tour, les lutins s'arrêtent et chantent. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, semaine finie. Décidément, se dit le violonneux, les petits hommes ont une drôle de façon de compter les jours de la semaine. Il en manque plus d'un à leur calendrier. Il faudrait trouver les jours qu'ils oublient, cherchons bien. Et Mathieu cherche. Mais il a beau se mettre l'esprit à la torture pour trouver les jours manquants, il n'y parvient pas. Peut-être qu'en chantant avec les lutins, les noms me reviendront à la mémoire, et il se met à chanter. Dimanche, lundi, vendredi, jeudi, semaine finie, mardi, jeudi, dimanche, mercredi.
Troublé par le vin et la danse, il entremêle les noms des jours de la semaine dans le plus grand désordre. Les petits êtres poussent des cris de rage et veulent faire un mauvais parti au petit bossu. Leur chef les retient et dit à Mathieu: lors de la lutte des bons et des mauvais anges, il est arrivé que certains génies ne voulaient pas prendre parti, ni pour les uns ni pour les autres. Tandis que la guerre était fort ardente dans le ciel, ils ont continué tranquillement leur genre de vie, courant de tous côtés à la recherche de nouvelles aventures, ou bien chassant le cerf et les autres animaux des forêts. Mais quand le démon a été vaincu, lui et ses légions de mauvais esprits, nous avons été condamnés à errer sur la terre, jusqu'à ce qu'un être humain vienne nous délivrer, en terminant notre refrain des jours de la semaine. Car nous sommes de ces lutins. Chaque année, à pareil jour, nous épions les voyageurs qui passent aux environs de ces bois, et nous les invitons à danser et à chanter avec nous jusqu'à l'aurore. Personne n'a encore pu finir notre chanson. Alors qu'une autre troupe de lutins, nos frères, a été sauvée l'autre jour par un petit bossu qui passait sur cette route. Quant à toi, tu as tellement mêlé les jours maudits dans ton vilain refrain que de 1000 ans nous ne pourrons retrouver notre place. Tu recevras la juste punition des malheurs que tu nous attires. D'abord, nous allons te faire un cadeau qui va bien nous divertir. Le chef fait un signe et un petit vieillard se présente, muni d'une lourde boîte à couvercle d'argent. Si c'est ainsi qu'il pense me punir, se dit Mathieu le bossu. Les petits hommes se trompent étrangement. Je les remercie fort de m'offrir un pareil bijou. Mais sa joie est de courte durée, car le médecin, en un tour de main, déshabille le violonneux et l'examine gravement. Déviation de la colonne vertébrale, autrement dit de l'épine dorsale, 2 traitements à suivre, ou pratiquer l'ablation de la gibbosité, ou mettre la poitrine en harmonie. À ce dernier moyen, nous nous arrêterons. Oh là, monsieur le docteur, avez-vous bientôt fini de parler grec ou auvergnat? Enlevez ma bosse, je commence à grelotter. Le médecin ouvre la boîte et en tire la bosse de Thomas. Le malheureux comprend et veut s'enfuir, mais 2 lutins le tiennent, le lient en un tour de main, le couchent sur le sol. Les petits êtres ne se sentent plus de joie. Ils battent des mains, sautent et trépignent d'aise. Tandis que le chirurgien pose la bosse de Thomas sur la poitrine de Mathieu. Le vieux docteur lève la main et vlan, boum, applique une magnifique paire de soufflets au malheureux violonneux. Les oreilles en teintent au pauvre diable qui se relève d'un bond et croit qu'une montagne vient de se placer sur sa poitrine. Il se tâte le dos, la bosse y est toujours, et lorsqu'il se regarde bien, oh malheur, il aperçoit sur sa poitrine la bosse du violonneux Thomas, de sorte que maintenant il a 2 bosses au lieu d'une. Ce n'est pas tout, lui dit le roi des lutins. Tu vas danser avec nous jusqu'au lever du soleil. Nous voulons qu'on te voie rentrer au village avec tes 2 bosses. Allons, recommençons la ronde. Deux des esprits les plus agiles saisissent Mathieu par la main et l'entraînent dans une ronde folle, délirante, vertigineuse. Les lutins, cette fois, font des sauts de 60 pieds. Ils s'élèvent jusqu'à la cime des chênes et des hêtres et dépassent les grands châtaigniers. Le violonneux, emporté par ses compagnons, est forcé de répéter semblable prodige. Bientôt, cette danse insensée lui devient un supplice intolérable. Il demande grâce aux lutins, pleure, implore, crie, s'emporte. Mais en pure perte, les petits êtres n'en sautent que plus haut et plus fort, et Ronde et Rondeau continuent plus furieux que jamais. Cela a duré jusqu'au premier feu du soleil. Les petits hommes ont alors disparu dans la forêt en riant aux éclats et ont abandonné le violonneux sur le gazon de la prairie. Des paysans qui venaient à passer peu après trouvèrent le violonneux à moitié mort de fatigue, de rage et de honte, et le ramenèrent au village. Il doit subir les quolibets des villageois, qui ne l'appellent plus que Mathieu Dossu-Bossu. Quant à Thomas, on dit que peu après, il s'est marié avec une belle jeune fille du pays, qu'il a vécu riche et heureux grâce au présent des petits lutins.